sur ce plateau à M. Basile Isanga, qui est analyste socio-politique. Et en plus de cela, nous parlerons également de l'indépendance spirituelle, parce que beaucoup d'observateurs, aussi internes qu'extérieurs de notre société, estiment que l'indépendance que nous avons obtenue des colonisateurs le 30 juin 1960 est incomplète. Il y en a même qui disent que c'est une indépendance de façade, parce que aujourd'hui, ceux qui nous avaient colonisés continuent donc à chercher à avoir la même mise sur tout ce que nous faisons. Ils veulent avoir un droit de regard sur ce que nous faisons. Ils cherchent même à nous donner des ordres. Et donc nous devons, pour se faire réfléchir, et pour certains observateurs, l'indépendance spirituelle est nécessaire. Donc pour sortir de cette emprise de nos anciens colonisateurs, nous devons donc être indépendants spirituellement. Je crois que la semaine prochaine, le mercredi, la semaine passée plutôt, nous l'avons évoqué ici avec l'un des philosophes. Eh bien, il n'a pas hésité à dire que on nous a volé notre âme par les colonisateurs, parce qu'ils nous ont imposé leur culture. Ils ont même pris certains de nos vestiges qui représentaient notre puissance, des masques qui aujourd'hui continuent à garnir les vitrines du musée des Tervuren à Bruxelles, doivent nous revenir, parce que c'était des masques qui contenaient notre pouvoir, notre âme, notre puissance. Alors, on va y arriver, parce que c'est le pasteur Eliou qui va nous parler donc de cette indépendance spirituelle. Nous continuons à l'attendre ici dans ce studio, mais pour l'heure, parlons de sécurité. Bonjour, monsieur Basile Isanga. Bonjour, monsieur Dieudonné Angouba. Nous parlons sécurité. Sécurité, c'est un mot que beaucoup de gens utilisent. Comment vous définissez la sécurité? Bon, réfléchissons en termes de sécurité comme une approche qui consiste à faire des analyses, à découvrir les crimes et à trouver des solutions tant sur le plan moral, tant sur le plan physique que sur le plan social. Alors, dans ce cadre-là, il faudra réfléchir dans une approche purement politique, dans une approche purement policière, dans une approche purement militaire, dans une approche aussi du renseignement. Alors, la sécurité, c'est comme un océan vaste qu'on ne peut pas décrypter en un seul jour ou au bout de quelques minutes que nous avons. Mais ici, si nous voulons parler de la sécurité, je suis en train de voir comment est-ce que nos hommes politiques peuvent garantir le peuple, le souverain primaire, sur le plan de l'intégrité, sur le plan aussi de leurs biens et de la personne physique. Alors, il faut qu'il y ait la conjugaison de tous ces éléments, la police, la politique même, avec les ministres, le gouvernement, nous allons y arriver. Il y a aussi l'armée qui doit garantir l'intégrité territoriale. Et il y a aussi le service de renseignement qui doit faire un grand travail. Alors, si je comprends bien, dans une nation partout dans le monde, les structures qui doivent garantir la sécurité, qui doivent travailler pour la sécurité d'une nation, pour la sécurité d'un peuple, sont l'armée, la police, les services de renseignement, les politiques. Oui. Hein, donc c'est le gouvernement, parce que nous parlons de structure, le gouvernement, et c'est ça. Et prenons par exemple au niveau de la politique. Nous pouvons parler aussi de la sécurité financière, hein, parce qu'aujourd'hui, nous parlons nous allons y arriver, procédons étape par étape. Oui. Bon, maintenant, comment les politiques peuvent-ils garantir la politique, la sécurité plutôt, dans une nation? La fois passée avec Madame Edwige, on avait discuté et mis les probabilités ou comment est-ce que nous voulions voir le gouvernement de Madame Judith Souminois. Et maintenant qu'elle a commencé, qu'elle a son gouvernement et que tout est parti, nous estimons que la politique cette fois-ci, ça doit être le respect
de la chose publique. Généralement, nous avons constaté que dans le cadre de la gestion du denier public, il y a beaucoup d'irresponsabilités. Et chaque fois qu'il y a détournement, chaque fois qu'il y a tergiversation, ça n'a jamais été la faute de quelqu'un, c'est la faute des autres. Alors, sur ce plan-là, nous voulons que le ministre qui est chargé, par exemple, du budget, il doit être conséquent par rapport au budget qu'il est en train de gérer. Le ministre du Plan qui a fait les projections de la gestion... Donc qui gère les projets, quoi, oui, les projets de développement du pays. Voilà. Il doit être conséquent avec tout ce que nous avons eu comme détournement, tout ce que nous avons eu comme actualité puante. On sent bien que les gens courent derrière les postes ministériels, mais ces gens n'ont jamais compris pourquoi ils sont ministres. Alors dans ce cas, puisque vous avez relevé, vous avez constaté qu'il y a de l'irresponsabilité dans le chef de bon nombre de nos décideurs politiques, et d'ailleurs le chef de l'État l'a dit, pour son second mandat, on doit éviter les erreurs du passé. Et alors, vous ne pensez pas aussi que dans la gestion de la République, ceux qui nous représentent au Parlement doivent également jouer leur rôle, parce que je crois que les députés doivent également suivre. Les députés ont comme rôle de contrôler également l'action gouvernementale. Alors, quand il y a par exemple détournement, il y a une faute commise par un ministre, le Parlement doit faire son travail d'interpeller le ministre et de poser des questions sur les griefs portés contre lui. Oui, effectivement. Ça doit commencer par là. Effectivement. Et après, il y a aussi... Le gouvernement par le ministère de la Justice doit voir si on constate que la faute est établie, comment interpeller judiciairement. Judiciairement, ce n'est pas seulement qu'on doit établir. Hein. Judiciairement, ce n'est pas qu'on doit toujours établir la faute. Mais non, je n'ai pas dit ça, mais la justice doit prendre en charge. Oui, je vais aussi ajouter quelque chose à ce que vous êtes en train de dire. Effectivement. Au niveau de la justice, donc, les magistrats, tous ces hommes, ils doivent renifler. Parlons un peu. Ils doivent renifler parce que j'arrive là-bas. Commençons par l'interpellation au Parlement. Oui, ça peut être l'interpellation par le Parlement, ça peut être aussi une dénonciation. Et qu'on peut déposer comme suspicion. Parce que souvent on dénonce aux députés de ne pas faire leur rôle, de ne pas jouer leur rôle, effectivement, de contrôler l'action gouvernementale. Oui, on a vu ces derniers temps ce clientélisme de Yemei, ou alors ce clientélisme de... Le patriarche du parti, ou alors l'autorité morale. Voilà, c'est ça. Mais ce sont des pratiques qui n'existent pas ailleurs. Ce sont des mots et des expressions que nous n'entendons qu'ici, chez nous. Et ce qui est grave, c'est le fait que quand il y a détournement, ce sont les députés qui deviennent des défenseurs du ministre détourneur. Ah, mais c'est ça le problème. Et il faudra aussi qu'on réfléchisse. On n'a pas beaucoup de sanctions pour les députés durant leur mandat par rapport à la gestion et par rapport au contrôle du gouvernement, mais généralement ils sont punis 5 ans après. On a vu le nombre qui était... Par la population. Oui. Le souverain primaire a toujours porté un carton rouge. Ça, nous l'avons vu. Vous voyez la législature passée, quand vous comptez le nombre de députés qui sont revenus, on a compris qu'ils étaient bien sanctionnés. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais moi j'estime qu'au niveau du gouvernement, donc au niveau du contrôle parlementaire, c'est le travail noble que le parlementaire doit faire. Et j'espère que maintenant qu'ils sont en vacances parlementaires, ils vont revenir avec des bonnes nouvelles, ils vont venir avec des propositions aussi de lois. Parce qu'ils ne sont pas là pour contrôler, mais ils doivent aussi faire des propositions de loi pour qu'on puisse contraindre tous ces gens, tous ces délinquants financiers, tous ces délinquants politiques
qui causent du tort au denier public. Alors donc si je comprends bien, sur le plan politique, toutes les institutions politiques doivent œuvrer pour garantir la sécurité au peuple et à la nation. Effectivement. Voilà, effectivement. Alors maintenant sur le plan militaire, ça se passe comment? Parce que nous savons tous que l'armée est là pour défendre l'intégrité du territoire et tout ça. Or, aujourd'hui on constate qu'il y a de plus en plus de traîtres dans l'armée. Et vous savez, ça fait mal au peuple. Oui, oui. Et heureusement qu'aujourd'hui on a pris la décision de punir sévèrement ces traîtres-là. Pour l'avenir, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, pour l'avenir, je pense qu'on a vu le pays dégringoler à cause des, comme je le disais, ces délinquants. Les délinquants ne sont pas seulement dans la politique, les délinquants aussi sont dans l'armée. Ils sont partout, parce que les brebis galeuses, on les rencontre partout dans la ville. Le terme peut-être est fort, mais c'est ça. Oui, il y a beaucoup de délinquants dans l'armée, et ces délinquants ne comprennent pas leur tâche. La tâche de l'armée, c'est protéger l'intégrité territoriale. Donc, aucun morceau qui tienne mon côté et Kozouama et pas Yamunguna. Et quelqu'un ne peut pas venir pour dire non, je vais prendre ça, prêtez-moi une partie de la terre congolaise, je vous restituerai. Non. Et c'est là où l'article 64, je pense, de la Constitution a ses effets. Ça, c'est une chose. De deux, il faut aussi parler de l'armée avec ce qu'elle a hérité. L'armée a hérité de beaucoup de difficultés, de manque de formation, de manque de professionnalisme, de manque de matériel didactique, et aussi nous étions sous l'embargo. Et sur ce plan, la RDC, dans une diplomatie agissante, a fait de grands efforts. Et aujourd'hui, nous pouvons accéder au marché des armes. Déjà, c'est déjà une victoire que nous avons eue. Vous avez parlé de la formation. Oui. Vous avez parlé de la formation. Aujourd'hui, nous sentons les efforts faits par le pouvoir en place pour que les militaires soient bien formés. Mais dans le recrutement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'armée ne peut pas constituer un dépotoir. Parce que on ne doit pas envoyer à l'armée quelqu'un qui a raté, par exemple, sa scolarité et tout ça à l'armée. Vous ne pensez pas que l'armée doit se mettre maintenant à recruter des personnes capables, des personnes ayant étudié, même si elles n'ont pas fait de grandes études, mais au moins que la capacité d'assimiler les matières données lors de la formation et dans la pratique, bien assimiler les ordres, les instructions du commandant et les mettre en pratique. Oui, parce effectivement, pour ce qui est de la formation, l'armée a été réduite au fusil. Donc quand on donne une arme à un militaire, et les gens pensent que c'est ça son travail. Non, l'armée, c'est un grand service. Il y a le génie militaire qui est là dedans. Oui. L'armée peut faire des routes, l'armée peut faire des ponts, l'armée peut faire des cultures, des champs comme par exemple avec Kanyama Kassé, c'est un général de l'armée qui est en train de piloter ce projet-là. Donc il faudra que cette armée soit étendue. Et quand on voit le niveau d'études, le niveau du savoir ou de l'instruction des officiers, il y en a pour qui ça laisse peu à désirer. Parce que quand vous êtes au niveau du haut commandement militaire, quand vous accédez à de grands postes, il y a quand même une réflexion, il y a une analyse, il y a des calculs. Donc ça, c'est ce que nous pouvons retenir de l'armée. Et puis, oui. Donc il faut des hommes capables de réfléchir sur la sécurité, de concevoir des stratégies pour la sécurité du pays et tout ça. Et c'est ce qui se fait maintenant, parce que je l'ai dit aujourd'hui, le chef de l'État insiste sur la formation des militaires, des officiers supérieurs militaires et tout ça. Nous voyons beaucoup de formations qui se font et c'est déjà une bonne chose. Alors il faut continuer sur le même élan et surtout il faut veiller à un bon recrutement. Oui, c'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de l'armée, il y a l'armée à la base déjà, parce que il y a l'armée régulière, celle qui est maintenant au front,
Il y a aussi l'armée de réserve, avec le général Padiri. Et d'ailleurs, à cet effet, pour parler des réservistes, oui. On a fait des propositions, on a même proposé que tous les élèves qui terminent leur cycle secondaire, c'est-à-dire après avoir obtenu leur diplôme d'État, doivent aller en formation, doivent suivre une formation militaire pour constituer la réserve. C'est là que j'étais en train de parler. Avec la réserve militaire, je pense que c'est le coordonnateur, le général Padiri, qui est en train de travailler là-dessus. Mais fort malheureusement, les gens n'arrivent pas à comprendre que dans toutes les armées du monde, il y a toujours cette composante-là. Il faut que ça soit accepté. Oui. Et c'est là où on dit, le président de la République, il a une vision pour ce pays. Mais il faudrait que nous, Congolais, nous puissions, ou Congolaises, nous puissions l'accompagner. L'accompagner pour que les mesures ou les propositions ou la vision dont il a de l'armée soient effectives. Et je pense qu'il ne faut pas attendre seulement qu'on commence à recruter les élèves, mais il faut déjà qu'on mette sur pied la structure même, la RAD. Il faut que cette structure-là puisse déjà travailler et que le gouvernement y pense. Parce qu'on peut recruter les réservistes dans toutes nos provinces. Ils sont volontaires. Mais il faut qu'il y ait des structures d'accueil, des structures de formation, des structures de suivi. Parce que quand vous avez appris à quelqu'un comment manipuler l'arme, comment utiliser les tactiques militaires, mais il faut aussi savoir comment vous allez l'encadrer, sinon ça devient encore une bombe à retardement. Ça, c'est ce que le ministère de la Défense devrait veiller. Veiller à ce que la structure qui recrute, qui doit former, qui doit encadrer les réservistes soit bien installée avec les moyens qu'il faut. Mais fort malheureusement, depuis que la loi a été votée, ça freine. Et c'est là où il y a le faut appliquer. Alors, oui, M. Isanga, oui. De la police à l'armée, il n'y a qu'un seul pas à faire. Ma préoccupation est celle-ci. Aujourd'hui, les Congolaises et Congolais ne savent plus vaquer à leurs occupations parce qu'il y a l'insécurité. Nous sommes en train de parler de la sécurité territoriale. Est-ce tout ce que vous venez d'avancer comme difficulté au sein de l'armée, c'est le même problème qu'à la police congolaise? Oui, on peut quand même qu'il y a quand même de ressemblances, il y a quand même des ressemblances similaires. Donc il y a des difficultés. Les difficultés sont par exemple d'ordre matériel. Je vous donne l'exemple IPCRIM. PCRIM, dont je salue le travail qu'ils sont en train de faire, on a des professionnels qui peuvent vous pister quelqu'un à travers son téléphone et qui peuvent le suivre partout où il est et qui peuvent vous apporter le résultat en quelques heures ou en quelques jours. On en parle trop peu. On parle seulement des polices des routières qui ravit les contacts pour les chauffeurs, tout ça. Mais les travaux sont très avancés au Congo. Nous avons quand même donc une armée et une police professionnelle. Sauf qu'il faut les équiper. Je vous donne un exemple des sous-SIAT. Les sous-SIAT, les SIAT, doivent être... Les sous-SIAT, c'est le diminutif de sous-commissariat. Oui, voilà. Alors, parce que les gens entendent parler de ça, mais oui, ou district, tout ça, voilà, voilà. Alors, quand on prend les commissariats de la police, ils sont généralement mal équipés. Et puis, vous allez trouver la garde, la nuit, vous trouvez 5 policiers ou 4 policiers. Et il y a l'insurrection quelque part, on appelle la police. Mais ils ne peuvent pas laisser. Donc il y a un problème d'effectif. Il y a le problème d'effectif. Donc moi j'aurais souhaité... Un problème d'effectif, un problème d'équipement. Oui. Et puis un problème de matériel. Okay. Prenons... donc comme solution, on a compris, ce sont des problèmes qui sont des problèmes, mais il faut trouver des solutions. Comme solution, alors il faut susciter la vocation. La vocation. Du travail de la police et du travail de l'armée auprès de la jeunesse. Auprès de la jeunesse. Et puis, recrutement. Oui, et puis le recrutement. Ce recrutement-là de la police ou de l'armée, ça ne doit pas se faire avec des amateurs. Et il faudra aussi marteler qu'on ne peut pas
recruter n'importe qui. Mais ce que j'ai dit ici, oui. Il faut de la rigueur dans le recrutement. Je vais vous faire rigoler. Je ne cite pas le nom. Parce qu'on voit souvent quand, vous savez, vous l'avez dit, notre police est efficace. La police fait très bien son travail, et même notre armée également. Mais souvent, des bavures policières arrivent par des personnes qui ne parviennent pas à bien assimiler les instructions. Vous comprenez? Effectivement. Et alors souvent quand on regarde, ce sont des personnes qui déjà au départ n'avaient pas une bonne base. Oui. S'il y avait à donner des conseils au commissaire, au colonel de l'IPCRIM Kinshasa, je pourrais le faire en privé. Comme ça, on ne dévoile pas tout ce qu'on a comme des idées farfelues comme ça qu'on peut faire passer. Cependant, il y a tout simplement gestion. Il y a la gestion de cette police. Tant qu'on n'a pas recruté, l'effectif est moindre. Quand vous prenez la ville de Kinshasa à elle seule, c'est 2 fois Centrafrique, toute la République centrafricaine. La ville de Kinshasa à elle seule. C'est 2 fois le Cameroun. C'est 2 fois ou 3 fois la Mauritanie. C'est 2 ou 3, 4 fois le Congo-Brazzaville. La population. Donc Kinshasa, c'est un pays dans un pays par rapport à sa population. Donc c'est là que nous nous disons, il faudra que Papa Blaise Kilimbalimba propose et qu'on prenne des mesures. Et quand on propose, qu'on voit le ministre de l'Intérieur. Et que le travail qui doit être fait, qu'on dise où sont nos problèmes, où sont nos moyens, avec qui nous pouvons le faire. Il y a aussi le clientélisme qui a élu domicile. Avec vous, j'avais discuté la fois passée où je demandais à Madame Souminois que elle trouve qu'il y a une liste complaisante des candidats au poste de ministre, qu'on élargue cette liste-là, qu'on propose d'autres personnes. Apparemment, elle avait écouté notre proposition. Il y a des ministres qui ont été élagués sur la liste finale parce que c'était des gens un peu corrects. Peu recommandables. Oui, peu recommandables. Bon, voilà, je pèse bien mes mots. Alors bon, là nous avons parlé de l'armée et de la police, donc il faut augmenter l'effectif, il faut une formation efficace et efficiente, il faut rééquiper ces 2 structures. Maintenant, parlons un peu des services de renseignement. Non, avant qu'on arrive au niveau de... Parce qu'il faut qu'on finisse avec vous pour continuer. Avant qu'on parle des services de renseignement, il y a aussi un grand service dans l'armée. Le programme de désarmement, de démobilisation, réinsertion, stabilisation communautaire et sociale. C'est un programme ambitieux que le président avait proposé parce que tous les groupes armés ont été réunis autour d'un programme pour leur désarmement et pour leur intégration dans la société. C'est aussi un grand atout au niveau de l'armée que nous pouvons avoir parce que une fois ces gens-là désarmés, ils deviennent des vaillants combattants, des vaillants citoyens pour le pays. Alors, fort malheureusement, avec le programme DDR, ou donc PDDRCS, on compte fort malheureusement que ce sont les bailleurs de fonds qui doivent soutenir ce programme et le gouvernement lui-même ne fait aucun effort pour endiguer la pénurie financière. Donc vous proposez que le gouvernement prenne en charge ce programme-là. Oui, parce qu'il y a un grand avenir avec le PDDRCS. Vous imaginez, dès que on a réuni tous ces délinquants qui ont pris des armes, il y en a aussi qui volontairement ont décidé de déposer les armes et
de regagner la société. Donc il faut que ces personnes-là soient encadrées, formées, au cas où, parce que tous ne voudront pas quand même rester dans l'armée, non? Oui, c'est-à-dire que maintenant... Il y a peut-être ceux qui voudraient carrément revenir à la vie civile, parce que souvent ce sont des personnes, ce groupe rebelle, un rôle de force, les jeunes gens. Oui. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'avait pas envie de faire l'armée, mais voilà, il a été enrôlé de force. Oui, et cette fois-ci... Mais alors, grâce à ce programme-là, est-ce qu'il y en a... enfin, on encadre, c'est-à-dire on permet à ceux qui veulent revenir dans la vie civile d'y aller. D'office avec PDDRCS, tout le monde revient à la vie civile. Parce qu'on a vu l'infiltration qu'on a eue durant toutes ces années. Donc vous revenez dans la société civile, vous allez dans votre communauté, et c'est dans votre communauté que vous allez développer. Et aujourd'hui, la vision du chef de l'État, que je salue, est qu'il n'y a qu'un seul programme qui peut désarmer, démobiliser, réinsérer et stabiliser. Il n'y a plus de tous ces aventuriers qui venaient à l'Est, parce que le programme va s'étendre au niveau de l'Est, au niveau de l'Ouest. Il y aura aussi au Kasaï avec les communances pour tout ça. Tous ces gens qui ont goûté à l'arme doivent être désarmés, démobilisés et réinsérés dans leurs sociétés respectives, avec un dialogue communautaire. Donc il doit être permanent pour les faire comprendre le bienfait de la communauté et ce qu'on peut apporter dans la communauté. C'est vraiment une dimension très importante. Ok. Et alors, parlons du service de renseignement, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même drôle, hein, il y a des personnes qui font partie des services de renseignement, qui s'affichent et tout ça, qui sont connus du public. Moi, je me demande, pourtant, il faut de la discrétion. Quelqu'un qui est dans les renseignements, que ce soit militaire ou civil, doit quand même être discret, il doit évoluer dans l'anonymat. Mais il y en a aujourd'hui qui se plaisent à s'afficher. Alors, quand on s'affiche, hein, déjà on provoque la méfiance. Donc c'est le travail que je vais demander au commandant de PECRIM, Kinshasa, de traquer tous ces délinquants. Parce que, vous savez, une fois je me suis retrouvé à l'étranger avec un commissaire divisionnaire qui je connaissais, c'était un ami. Et puis il me présente une autre personne. Elle reste un peu à côté de lui, discute un peu avec lui, et puis je lui pose la question, vous faites quoi dans la vie? Il dit, je suis dans le renseignement. Et c'est monsieur tel qui est mon parrain, celui qui m'a initié, celui qui a guidé mes pas. Je ne savais pas. Je l'apprends avec une autre personne, alors que lui-même, on s'entend bien, il ne me l'a jamais dit. Donc, ce qu'on va demander, c'est là que je disais, la police fait un grand travail. Le commandant de PECRIM peut quand même, à un certain moment, traquer tous ces petits délinquants. Ils sont nombreux. Il y en a ceux qui sont sur 24, il y en a ceux qui sont à Sanef, il y en a ceux qui sont au niveau de Willery, au Victoire. Donc, c'est quelque chose seulement de lancer un coup de filet, on va les avoir et laisser le peuple tranquille. Et puis, pour terminer sur ce point-là, c'est de demander une formation. Parce que souvent, ce sont des gens qu'on ramasse, qui sont des délinquants, et puis... Il faut éviter ça alors. Ouais. Eh bien, il y a aussi, pour finir, il y a le peuple qui doit collaborer avec tous les services de sécurité. Le peuple doit collaborer également. Pour sa sécurité, le peuple doit collaborer avec tous les services de sécurité. Oui, le peuple doit collaborer avec tous les services de la sécurité. À l'Est, nous avons vu ce travail-là. Il y a un grand travail du peuple avec les Ouazalendo. Voilà, c'est ça. Mais fort malheureusement, mes amis de Kinshasa ici en ont créé encore d'autres faux Ouazalendo, juste pour le problème des gains. C'est là qu'il faut travailler. Ce sont des traîtres qui font ça, oui, mais il faut les dénoncer. Quelqu'un qui aime son pays ne peut pas le faire. Il faut les dénoncer. C'est là qu'il faut que le peuple collabore, parce que ces gens-là, les faux Ouazalendo, sont dans la population. Oui, c'est comme aussi... Il faut dénoncer de telles personnes. Oui, c'est comme aussi la police de proximité. Dans nos quartiers, tout le monde sait qui est Koulouna, qui n'est pas Koulouna. Ce ne sont pas de toutes ces petites personnes ou jeunes gens qu'on voit dans les rues pendant la journée, non. Ce sont des messieurs qui sont là, qui font leur travail la nuit. Mais un sale travail.
dont les gens connaissent. C'est ça, moi je ne cesse de le dire. Les Koulouna ne sont pas des enfants en rupture familiale. Non. Ce ne sont pas comme les Chégués qui sont en rupture familiale, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur famille pour se retrouver dans la rue, tout ça, passer toute leur vie dans la rue. Oui. Non, les Koulouna, ce sont des personnes qui sont connues. Oui, c'est quand on fait le mauvais diagnostic. Dans leur famille, et d'ailleurs, souvent quand ils sont arrêtés, curieusement, on voit leurs parents aller chercher à les libérer, tout ça. Alors, mais pourquoi ne pas faire carrément des bouclages parfois, la police fait le bouclage et elle s'arrête. Mais pourquoi? Oui, c'est le mauvais diagnostic. Il faut faire un bouclage permanent. Quand il y a un mauvais diagnostic... Il faut ratisser large, comme on dit. Oui, quand il y a un mauvais diagnostic, le résultat est toujours tronqué. Ça, c'est un. De deux, il y a aussi la complicité. Parce que il y a de jeunes gens qu'on arrête presque chaque mois, qui comparaissent, on les arrête, et une semaine, 2 semaines après, ils sont libérés. C'est là que j'étais en train de dire. Nous avons un problème. Alors qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, vous savez, moi j'ai vécu ça il y a 3 jours, à Bandaloua. À Bandaloua, j'ai vécu ça, des jeunes gens qui sont venus perturber l'ordre public et tout ça. Ça a énervé tout le monde. Alors, au niveau... Ils ont arraché des biens, téléphones, porte-monnaie, tout ça. La population accuse aussi la police d'être en connivence. Justement, c'est ce qu'il a dit, il y a la complicité. Il y a la complicité, et c'est ce que je disais, il y a des demi-mesures. La sécurité que nous... Alors, toutes ces brebis galeuses là qui sont dans la police et qui complotent... je vous donne un exemple. Avec ces délinquants. IGF fait des enquêtes, dénonce, mais après ça s'arrête. Il n'y a pas de mesure. Et puis vous arrivez encore, on laisse à l'IGF le travail d'enquête et de tout. Mais le grand travail, c'est lui qui doit l'achever. C'est la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes, aujourd'hui, n'existe presque pas. On n'entend pas parler. Quand vous posez la question à quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que c'est la Cour des comptes? Il ne va pas vous répondre. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est? Mais elle est en train de revenir, non? Oui. Elle est en train de revenir. Mais... Ça fait quand même 2 ans qu'ils ont, je pense, 2 ans ou 1 an, mais on ne les entend pas. Oui, mais il faut reconnaître qu'elle revient, parce qu'il y a eu dernièrement le procès du DG de Metelstat. Oui, mais donc la Cour des comptes revient. Oui, d'accord, mais que ça ne soit pas sporadique, mais que ça soit quelque chose, ou donc un travail permanent. C'est là où nous disons, au niveau de la sécurité, il faut qu'il y ait un service permanent. Au niveau de l'armée, que le service soit permanent. Et puis, au niveau des renseignements, que le service aussi soit permanent. Au niveau de la police criminelle ou de la police économique, il faut que le travail soit permanent. Donc, aujourd'hui, je pense que Mme Souminois est là du pain sur la planche. Okay. Merci beaucoup. Il faut que le travail soit fait à tous les niveaux pour que la sécurité soit garantie à la population. Il faut que la population aussi puisse collaborer ouvertement, franchement, avec tous les services de sécurité. Voilà. Merci beaucoup d'être venu, venu partager avec nous votre réflexion sur la sécurité dans notre pays, M. Basile Issanga. Merci. Merci. On termine par ici. On termine par ici. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors,